table. Une émission proposée par Hype FM. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars et comme chaque année, cette journée est l'occasion de mettre l'accent sur la situation des femmes dans le monde, de pointer du doigt les inégalités qui subsistent même dans les sociétés occidentales et de rappeler que dans de nombreux pays, le quotidien des femmes est fait de violence, d'injustice et de pauvreté. Pour autant, celles qui constituent plus de la moitié de l'humanité ont réussi au fil des siècles à surmonter les difficultés, à s'évader de la condition dans laquelle les figeaient des sociétés patriarcales pour apporter une contribution unique à la civilisation et au patrimoine culturel mondial. Dans notre émission Carte sur table de ce jour, il sera plus particulièrement question des femmes arméniennes. Et nous avons le plaisir de recevoir Anaï Terminassian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, on ne vous présente plus. Nos auditeurs ont le plaisir d'avoir l'occasion de vous entendre régulièrement et de vous lire, bien sûr. À vos côtés, Gayane Ketchikian, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre d'une organisation de défense des droits des femmes en Arménie et vous nous raconterez votre expérience sur le terrain, mais aussi en tant que femme arménienne en diaspora. Alors, les femmes représentent 52% de l'humanité et elles ne sont que 5 à 10% à être entrées dans les dictionnaires des noms propres. Elles sont toujours payées 25% de moins que les hommes pour des postes équivalents et leurs talents ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Dans les musées, les achats d'œuvres d'artistes femmes équivalent à 5% de l'ensemble des acquisitions et elles ne sont que 1% à être exposées. Ce constat, qui concerne la France, est celui d'Antoinette Fouque, la fondatrice du MLF en 1968, qui s'est éteinte la semaine dernière et dont la dernière contribution fondamentale à la cause des femmes est d'avoir publié un dictionnaire universel des femmes créatrices et qu'il nous soit permis aujourd'hui de lui rendre hommage dans cette émission. Un dictionnaire qui visait à expliquer, à rendre visible, c'est elle qui l'expliquait, cette moitié de l'humanité trop souvent frappée d'inexistence et qui recense les créatrices connues ou encore méconnues qui, individuellement ou ensemble, ont marqué leur temps et ouvert des voies nouvelles dans un des champs de l'activité humaine. Eh bien, dans les 3 tomes de ce dictionnaire de près de 5000 pages, on retrouve de très nombreuses arméniennes grâce au travail que vous avez accompli, Anaï Terminassian. Alors, oui, très nombreuses, il faut pas exagérer, mais proportionnellement par rapport au nombre d'Arméniens qu'il y a dans le monde depuis que l'humanité existe. Mais je voudrais faire une petite précision. Certes, Antoinette Fouque a joué un très très grand rôle dans la création de ce dictionnaire, mais elle n'est pas seule. Il y a un trio qui est Béatrice Didier, qui est une prof de littérature et une intellectuelle très très bien, très appréciée, très connue, et aussi Mireille Kahl-Gruber. Ces 3 femmes étant toutes les 3 des femmes de lettres, mais en même temps engagées dans le combat pour les femmes, engagées dans la connaissance de ce qu'elles appellent dans le dictionnaire la féminologie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être femme, à travers la psychanalyse, et en même temps, la psychanalyse joue un très grand rôle chez Antoinette Fouque, qui était et chez les autres, et chez un certain nombre de membres du mouvement de libération des femmes, un autre aspect de ce combat, c'était le combat pour la démocratie, c'est-à-dire femmes et démocratie. Je dirais, il y avait dans la vie d'Antoinette Fouque 2 aspects. Il y avait psychanalyse et politique, mais sur le terrain féminin, et elle a créé plus tard, l'Alliance des femmes pour la démocratie, et elle a été une des inspiratrices de ce qu'on appelle aujourd'hui la parité. On en parle beaucoup ce qui a été admis par le gouvernement français, c'est-à-dire l'obligation de donner dans les institutions françaises, disons pour les élections municipales qui vont arriver dans quelques jours, l'obligation de donner une place égale aux femmes à celle des hommes dans les institutions de représentation ou d'exécution. Bon, bien entendu, ça c'est un idéal qui même en France c'est loin d'être atteint. Mais malgré tout, c'est dans les textes et on tend vers.
Alors, revenons à ce dictionnaire qui nous sert un petit peu de support pour cette émission, qui nous permet de découvrir des femmes arméniennes méconnues, puisque je le disais en préambule, cet ouvrage veut rendre justice à celles qui ont œuvré, créatrices au sens large du terme. Alors, c'est le terme exact, c'est dictionnaire des créatrices, des femmes créatrices. Des femmes créatrices. Mais pas au sens artistique au sens uniquement. Procréatrice. Oui. Et ces personnes dont nous avons parlé se sont expliquées. Elles distinguent la féminité, la femme mettant au monde des enfants, la procréatrice, de la créatrice, qui est nécessairement une intellectuelle ou une artiste ou une femme politique engagée dans le combat pour la libération des femmes ou exerçant toute autre activité, toutes les activités possibles et imaginables dans lesquelles les femmes se sont illustrées, en dehors du fait qu'elles sont quand même, depuis la nuit des temps et jusqu'à maintenant, le support de l'humanité, voilà. Puisque sans elle, créatrice à deux niveaux, on a envie de dire. Et d'ailleurs, il est très intéressant de noter que dans le cas d'Antoinette Fouque, les grands changements qui se sont produits dans sa vie, c'est lorsqu'elle a mis au monde sa première, je crois, son unique fille, vers 36-37 ans, et laquelle elle a commencé à se poser un certain nombre de questions, justement sur le rapport entre la procréation et la création. Alors, elle rappelle Antoinette Fouque, dans les préambules de ce livre, que créare en latin signifie à la fois créer et procréer. Donc les femmes sont doublement créatrices. Et d'où la nécessité de rendre donc justice à toutes ces femmes qui avaient apporté leur contribution. Et quand je disais beaucoup de femmes arméniennes, vous avez il faut ramener les choses à leur juste niveau, mais malgré tout, on est fort étonné de trouver autant de noms arméniens, qu'on le veuille ou non, qui ont apporté donc chacune une pierre à l'édifice du patrimoine mondial de l'humanité. Maintenant, sauf voilà. Que c'était inconnu jusque-là. Sauf que c'était inconnu jusque-là. Alors, comment vous avez collaboré? Parce qu'on vous a sollicité et on vous a dit voilà, Anaï Termination, vous aurez à la charge des femmes arméniennes de cet ouvrage. C'était pas tout à fait comme ça. D'ailleurs, je vais dire comment moi je suis entrée en contact avec ce milieu qui n'était pas du tout le mien, parce que je suis, je dirais naturellement féministe. Je veux dire, je me suis jamais sentie gênée dans mes activités. Parce que je suis une femme, mais j'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu qui était le milieu universitaire et dont les règles ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de, disons, dans l'industrie ou dans l'agriculture. Mais ce monde-là n'était pas un monde, celui de la psychanalyse, celui du combat pour la parité, n'était pas mon monde à moi. Et je dois maintenant reconnaître que c'est Anaïd Donabédian qui m'a donné cette charge. Elle avait été contactée en tant que professeur à l'INALCO de langue et littérature arménienne, de langue arménienne, pas littérature. Et elle n'a pas voulu faire ce travail. Et la charge dont j'ai hérité, moi, c'était uniquement et strictement les femmes en littérature, les femmes arméniennes en littérature. J'insiste là-dessus, puisque depuis que ce dictionnaire qui fait 5000 pages, 3 tomes qui pèsent à peu près 10 kilos, qu'on a énormément de mal à déplacer, très joliment présenté par des dessins de Sonia Riquel avec toute une présentation très soignée. J'ai à mon tour, en feuilletant ce dictionnaire, comme quand j'étais petite, j'aimais beaucoup feuilleter le dictionnaire Larousse, le petit Larousse illustré, sauf qu'ici il n'y a pas de portrait, et je me suis constitué un stock d'images et d'idées à partir du dictionnaire. De la même façon, j'ai constaté que, en dehors de la littérature arménienne, on trouvait dans cet ouvrage des femmes ou d'origine arménienne, on oubliait de le dire, ou qui se sont illustrées dans d'autres secteurs que la littérature. Donc, il y a des femmes arméniennes ont leur place. Qui ne sont pas des portraits que vous avez vous-même rédigés, c'est ça que vous voulez dire. Alors effectivement, oui, on trouve en feuilletant l'index alphabétique. Alors ce qui est pratique aussi avec les Arméniens, c'est que on peut en trouver beaucoup rien qu'en cherchant les yans et d'un coup on tombe sur un nom
arménien qu'on n'avait pas identifié comme tel en trouvant un autre, parce que évidemment il n'y a pas que des noms qui terminent par il y en a d'autres dont je n'ai pas eu, si vous voulez, le droit ou l'honneur de faire la biographie, comme Cathy Berberian, qui était une extraordinaire chanteuse qui est morte à mon avis beaucoup trop tôt et qui a illustré la musique contemporaine aux États-Unis. Ou bien Nina Berberova. Alors Cathy Berberian, ça c'était la musique, c'était pas mon domaine. Mais Nina Berberova par exemple, qui est à moitié arménienne, c'est une berbérien, Nina Berberova. Elle avait été classée comme écrivaine russe, j'insiste là-dessus parce que c'était pas du tout mon vocabulaire de féminiser les termes français. Une autre, par exemple, Marietta Chaguignan, sur laquelle j'avais fait une entrée, ça a été supprimé, on l'a mise. Marietta Chaguignan, qui est tout à fait arménienne mais qui écrivait en russe, elle a été classée comme écrivain russe d'origine arménienne. Mais malgré tout, il est précisé qu'elle est d'origine arménienne. Ce qui n'est pas le cas pour Cathy Berberian, parce que évidemment, je me suis précipitée sur chacune des entrées concernant les arméniennes pour voir si les origines étaient marquées, et c'est pas le cas systématiquement au lecteur de comprendre que Cathy Berberian était aussi arménienne, alors que pour Marietta Chaguignan, c'est bien marqué. Ou bien Haiganush Mark, qui à mes yeux est une des féministes arméniennes les plus extraordinaires, puisqu'en 1919, vous voyez, 4 ans après le génocide, elle crée à Istanbul, à Bolis encore, ça s'appelle, pour nous c'est encore Bolis, en 1919, un périodique qui s'appelle Haïgin, femme arménienne, et qui est vraiment une revue d'avant-garde où elle se bat. Donc on sort de la Première Guerre mondiale, on sort, nous, du génocide, pour la libération des femmes arméniennes à l'intérieur de leur famille. Vous êtes en train déjà de déflorer les sujets avant qu'on doit commencer. Elle est présentée comme écrivaine turque. Elle est présentée comme écrivaine et journaliste. Oui, d'origine arménienne. D'origine arménienne. Ce n'est pas moi, là. C'est simplement la maison d'édition a pris des libertés. Voilà. D'accord, donc là ça veut dire que c'était une entrée que vous n'aviez pas traitée non plus. Si, je l'ai justement, traitée, celle-là vous l'avez traitée, mais vous n'avez pas eu le droit de laisser. Parce que les autres sont présentés comme il y a eu des coupures, vous vous doutez bien qu'il y a un travail colossal. Alors, on va s'arrêter là-dessus puisque vous en parlez, mais ça change un petit peu le déroulé de l'émission. Mais pourquoi pour Haiganush Mark, elle n'a pas été présentée comme une écrivaine arménienne alors que toutes les autres le sont, poétesse française d'expression arménienne ou bien romancière française d'expression arménienne ou bien journaliste arménienne de Turquie, écrivaine arménienne de Constantinople. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, moi je l'ai découvert en feuilletant le dictionnaire. D'autant plus que c'est intéressant parce que c'est quand même une figure marquante du féminisme arménien en Turquie. Alors, comme par hasard, j'ai envie de dire, la figure la plus emblématique du mouvement féministe arménien. Elle a été présentée comme écrivaine turque d'origine arménienne. Bon, tout le reste est marqué. Tout le reste est bien marqué. On précise bien qu'elle était arménienne et non pas d'origine arménienne, bien arménienne, et qu'elle avait bien agi pour la femme arménienne. Uniquement en arménien. Elle avait uniquement écrit en arménien. Alors, Gayane Ketchikian, vous avez eu la possibilité de feuilleter, de vous plonger dans ce dictionnaire universel des femmes créatrices. Votre impression? Alors, de m'y plonger pas suffisamment à mon goût, parce que bien évidemment, c'est 3 tomes d'une densité qui sont vraiment très perturbants à regarder, parce qu'on sait plus où aller regarder, on sait plus où aller chercher, on a envie de tout découvrir, on a en même temps envie d'aller voir des noms qui nous parlent, déjà pour voir un peu si notre sentiment est le bon ou pas. Moi, je trouve que c'est un ouvrage qui est extraordinaire, par le travail qui est accompli, par la diversité des thématiques, par la diversité des femmes qu'on peut retrouver là-dedans. Et oui, moi, j'ai j'ai eu la chance de pouvoir le feuilleter rapidement, mais pas assez à mon goût. Mais ça vous a donné envie de vous replonger justement dedans. C'est un livre vraiment qui mérite d'être feuilleté, d'être pris. Il faut prendre le temps de le feuilleter à sa guise. Avoir peur de la densité. Et alors, il y a des entrées par thème, parce qu'on l'a dit rapidement, mais sciences, médecine, politique, journaliste, littérature, musique, danse, théâtre, cinéma, architecture, peinture, tout y est. Enfin, tout y est, et bien entendu, tout n'y est pas, c'est impossible. Non, mais dans les secteurs, dans les divers arts, secteurs. Alors, juste, non seulement on a
les secteurs qui sont présentés. On a par ordre alphabétique les grandes figures, on va dire, celles qui ont été sorties de l'ombre pour certaines ou celles qui ont été confirmées dans leur notoriété, parce qu'il y a quand même des personnalités, des noms qui ont déjà traversé les siècles et qui sont parvenus jusqu'à nous. Et on a aussi des pages consacrées entièrement aux Arméniennes. Donc, oui. Les Arméniennes journalistes, les Arméniennes écrivaines, les arméno-américaines. Alors, oui. Vous avez eu quelle latitude pour rédiger ces pages? Les Arméniennes révolutionnaires. Oui. Alors, c'est quand même important de s'arrêter. Non, mais il y a aussi des articles qui ne sont pas passés. Bon, alors, en gros, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai accepté, après avoir hésité quand même, cette proposition d'Anaïs Donabédian, parce que je lui ai dit, mais écoute, moi je ne suis pas une spécialiste de la littérature arménienne, puisque c'est le secteur littéraire. Oh, tu te débrouilleras, etc. Une fois que j'ai accepté, je suis entrée en contact avec, évidemment, la direction de ce dictionnaire, qui se tient d'ailleurs dans un lieu absolument mythique à Paris. Il y a un espace des femmes, derrière la librairie des femmes qui se trouve rue Jacob, c'est-à-dire en plein quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est un endroit absolument extraordinaire, et je dois dire que ma première impression a été que ce mouvement des femmes disposait de moyens financiers comme je n'en avais pas vu à l'université. Oui. Bon, parce que pour publier tout ça et pour rassembler disons tous ces collaborateurs et ces collaboratrices, car je précise aussi que des quantités d'hommes ont participé à la rédaction de ce dictionnaire. Le japonais, le finlandais, ou les tribus d'Amérique latine, enfin tout est là-dedans, enfin tout. Tous ces secteurs sont touchés. Bien entendu, à l'intérieur de chaque secteur, il y a d'immenses vides, et on pourra me reprocher d'avoir oublié, mais je n'ai pas oublié, je n'ai pas pu y accéder, des quantités de personnes qui méritaient de figurer. Alors, la première chose que je me suis dite et que je leur ai fait comprendre, j'ignorais totalement comment ça allait se passer dans les autres secteurs. J'ai dit, mais parler de la littérature arménienne en français dans un dictionnaire, cela nécessite obligatoirement de présenter la situation de la femme arménienne dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la femme arménienne? À partir de quand on la voit apparaître comme femme dans l'histoire? Bon, je veux dire par là que, bien entendu, on connaît le nom de quelques saintes, Repsime Gayane, pour ne citer que celle-là. On connaît le nom de quelques princesses médiévales tout à fait chères aux historiens de la Cilicie, par exemple. Mais il faut littéralement plonger dans le 19e et le 20e siècle pour voir apparaître des personnalités féminines qui, dans ce domaine de la littérature, vont s'imposer par la création d'une œuvre poétique, des nouvelles, des romans, des nouvelles, de la poésie, etc. Donc, il a fallu que je fasse moi-même mon apprentissage. Ça, c'est vraiment, disons, l'aspect le plus important. Mais j'ai absolument tenu et j'ai obtenu que on fasse des entrées généralistes. Alors, ces entrées généralistes, c'était, par exemple, les femmes et les associations féminines arméniennes. L'histoire, bien entendu, réduite. Dans le cas d'un dictionnaire, ça doit faire une colonne et demie des associations féminines arméniennes, et mon grand plaisir, c'est de pouvoir dire que ça se termine par une citation de la Croix bleue des Arméniens de France. Bon, mais on commence au début du 19e siècle, les associations féminines arméniennes et leur action, leur objectif, qui est très modestement, d'abord, non pas de libérer la femme du joug du mari ou de la terreur ambiante dans la société dans laquelle elle vit, mais elles commencent toutes par l'idée qu'il faut aider les femmes et qu'il faut les instruire. Aider, instruire, leur donner le moyen. Alors, au fur et à mesure qu'on avance dans le 19e siècle, au fur et à mesure que la première révolution, la première révolution industrielle s'impose dans le monde, on voit aussi changer dans les sociétés, même dans les sociétés orientales, des façons de gagner sa vie, leur apprendre un métier. Apprendre aux femmes un métier. Ce n'est pas encore dans la perspective de les libérer. C'est dans la perspective de leur donner accès à leur
à une certaine dignité. Bon. Alors, Gayane Kachikyan, j'imagine que les paroles que vient de prononcer Anaïs Terminacian font écho, complètement. Pour créer des associations pour éduquer les femmes arméniennes. Aujourd'hui, la société arménienne en Arménie est le reflet de ce que je disais en préambule, les inégalités perdurent, elles sont souvent les seules à travailler ou frappées par le chômage beaucoup plus que les hommes. Malgré le fait qu'elles subviennent aux besoins, elles sont considérées non pas comme l'égale des hommes, mais dans le meilleur des cas parce qu'il faut travailler, donc elles font un métier peut-être pas intéressant. La société arménienne est encore très machiste, on peut le dire, ou pas. On peut le dire. D'ailleurs, c'est le but premier de notre ONG, c'est de permettre aux femmes d'accéder à l'autonomie. C'est-à-dire que la première chose, c'est en effet de les aider et les instruire. Donc, on a pas mal d'ateliers sur comment rédiger un CV, comment rechercher du travail, comment utiliser Internet pour s'ouvrir au monde, pour trouver d'autres connaissances, comment leur donner les moyens de s'instruire et d'avoir l'assurance, d'avoir le droit de pouvoir le faire, en fait. Évidemment, on n'est pas au stade d'instruction dont on parlait au 19e siècle en Turquie, pour l'association. Mais l'idée est la même. Voilà. Mais l'idée est toujours la même. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui existe aujourd'hui pour les hommes, aller dans ce sens-là, parce que les hommes ont progressé et les femmes sont restées sur le bas-côté. Il y a beaucoup de pays où les petites filles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Donc on est toujours dans cette course à essayer d'avoir une égalité, une parité dans l'accès au savoir et au travail, là, parce que c'est une question de survie. Tout à fait. Donc éduquer. Alors, votre organisation, elle n'a pas donné son nom parce qu'il est en anglais, donc j'avais raccourci en disant Organisation de défense des droits des femmes, mais c'est Women Resource Center. Voilà, donc centre de ressources des femmes, on peut le traduire comme ça. C'est surtout de documentation en fait, donc tout ce qui leur permet justement de trouver de l'instruction. Il y a aussi des cours de langue étrangère, d'anglais, de choses comme ça pour tout ce qui peut leur permettre d'accéder à l'autonomie au départ. Alors, on reviendra sur votre organisation plus longuement, sur ses objectifs et comment ça évolue depuis qu'elle existe. Qu'elles existent, parce qu'il y en a d'autres qui ont vu le jour depuis peu. C'est encourageant. Mais je voulais tout de suite vous redonner la parole, parce qu'à Intervention, vous disiez les premiers objectifs de ces associations de femmes, c'est éduquer. Et aujourd'hui, on est encore dans cette même problématique-là. Alors, donc, il faut ajouter tout de suite à ce sujet aussi, à propos de ces premières associations, le rôle qu'ont joué les missionnaires catholiques et protestants surtout, qui ont introduit dès le premier tiers du 19e siècle, pour prendre le cas de l'Empire ottoman, des écoles pour les filles. Donc, il y a eu à la fois un modèle et une concurrence qui s'est installée entre des associations qui avaient très peu de moyens et des missions américaines qui venaient de Boston et qui étaient beaucoup mieux préparées à ce combat pour l'éducation des filles. Bon, alors, il y a eu ça. Et puis, je me suis rendu compte que il me fallait absolument, toujours dans le domaine des idées, dans le domaine des généralistes, je tenais beaucoup aux femmes révolutionnaires. Bon, donc j'ai un article sur les femmes révolutionnaires, qui est relativement long si on compare cela à d'autres articles sur les femmes argentines. Par exemple, je prends les mères de mai, vous voyez, des événements que nous connaissons. Bon, j'ai eu la chance qu'on m'ait accordé suffisamment de place pour que je puisse parler à la fois de quelque chose qui ferait plaisir aux Tchakiennes d'Alfortville, puisque nous sommes à Alfortville, Maro, qui a été la cofondatrice du parti Ntchak, qui a été une femme, Maro Markarian, qui a été une femme absolument remarquable et redoutable, beaucoup plus que son mari, Nazarbekian, qui était un poète, qui était un très beau garçon, et qui était plus, sur le plan du caractère, à mon avis, plus faible qu'elle. L'homme du mouvement, c'est Maro. C'était elle. Bon. Elle-même mais était à l'autre poétesse bout, aussi. J'ai tenu absolument à introduire, je ne pouvais évidemment pas parler de toutes les femmes révolutionnaires, mais quelques-unes sont entrées, et j'espère comme ça qu'elles sont immortalisées. C'est Sosé Mayrik, bien entendu, la paysanne Moshetsi, l'héroïne que tout le monde connaît, qui toute sa vie avait conservé dans son corps les balles qu'elle avait reçues de l'armée turque et qui naviguait dans son corps
Hein, elle est morte comme ça, non pas, elle n'est pas morte de blessure, mais elle est morte en ayant conservé dans son corps les balles qu'elle avait reçues et qui avaient tué son fils, son mari, ses frères, etc. Et puis Rubina, bien entendu, Rubina qui aujourd'hui est un peu oubliée, mais qui a été l'émule de Christapol. Et qui, après la mort accidentelle de Christapol, qui préparait un attentat contre Abdulhamid, a réalisé cet attentat en 1905 à Constantinople. Bon, cet attentat n'a pas donné le résultat qui avait été recherché, c'est-à-dire Abdulhamid n'a pas été touché, mais enfin ça a été un attentat extrêmement meurtrier et ça marque une page dans l'histoire, disons, du mouvement révolutionnaire arménien. Bon, alors ces trois-là sont dans le dictionnaire. Il y en a d'autres, mais ces trois-là, j'ai tenu à ce qu'elles apparaissent parce qu'elles sont pour moi tout à fait emblématiques de quelque chose qui, à mes yeux, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Gaïané, est très important. La libération de la femme dans les pays qui étaient là où se trouvait l'Arménie. Avant 1915, ou disons avant la guerre de 14, c'est-à-dire l'Empire ottoman, l'Empire russe, l'Empire perse, c'est-à-dire des États autoritaires, autocratiques, pour ne pas dire plus, oppressifs. La libération de la femme ne pouvait pas se faire sans la libération nationale. Il y a un rapport constant dans les mouvements de libération. Par exemple, aujourd'hui, on parle du printemps arabe. Prenons le cas des printemps arabes. Imaginons maintenant qu'en effet, du Maroc jusqu'en Égypte, tous les mouvements qui ont lieu sont vraiment des mouvements de libération qui marchent vers la démocratie plus des libertés. Bon, admettons cela. Il est clair là-dedans que les femmes qui participent à ces mouvements se battent pour deux choses. Pour, dans certains cas, la libération de leur pays quand il y a oppression politique par un autre pays, pour l'établissement de la démocratie, pour leur propre libération. Voilà, trois mouvements qu'on ne peut pas séparés les uns des autres. Et ça a été le cas des révolutionnaires arméniennes. Maintenant, on ne va pas exagérer, toutes les femmes arméniennes n'ont pas pris des armes et toutes les femmes arméniennes ne se sont pas battues sur ce terrain-là. Elles se sont battues avec la plume. Alors, toutes les femmes arméniennes ne sont évidemment pas sur ce terrain-là. Ça, c'est quelque chose que vous constatez régulièrement en Arménie, Gaïané Kachikyan, puisque lorsqu'il y a des actions qui sont proposées par votre ONG, pour l'instant, le soutien est encore timide. Je pense notamment à il y a 3 semaines pour la Saint-Valentin. Je sais pas, ça fait 3 semaines, un mois, le 14 février dernier, pour le jour de la Saint-Valentin. Oui. Une action mondiale est proposée qui s'appelle 1 milliard de personnes debout, pour rappeler que ce jour-là, dans le monde, des millions de femmes reçoivent non pas un bouquet de fleurs ou un cadeau, mais des coups, comme les autres jours. Et Women Resource Center avait proposé à la population arménienne de Yerevan, en tout cas, de participer au mouvement. De s'associer à ce mouvement, oui. Et résultat, une vingtaine de personnes. À peu près. Oui. À peu près. Mais malgré tout, une vingtaine de personnes. On a envie de dire. Parce que c'est nouveau, c'est une première. Alors, est-ce que c'est satisfaisant ? Quel regard on peut porter sur la participation des femmes arméniennes en Arménie ? Toute mobilisation des femmes arméniennes en Arménie est de toute façon satisfaisante. Parce que c'est vrai que c'est pas une démarche qu'elles ont l'habitude de faire. Mais même la population arménienne en général n'a pas vraiment cette habitude de mobilisation pour se battre sur certaines causes. Ça, c'est quand même un critère de société. Ça bouge aussi. Ça bouge aussi, mais c'est quand même relativement récent. Mais donc ça bouge ensemble, alors ça rejoint ce que venait de dire Anaïta Ménassian. Ça rejoint ce que vient de dire... On libère pas que les femmes, c'est toute la société qui doit progresser et parallèlement, on peut après mettre l'accent sur la condition des femmes. Tout à fait. De toute façon, toutes les grandes actions de femmes, vous me corrigez si je me trompe, mais en effet, très souvent, elles ont eu lieu dans un contexte de mobilisation assez général, en fait. L'ensemble de la société. Il est vrai que les femmes ont toujours cette demande supplémentaire et ce combat supplémentaire pour leurs propres droits. Parce que si elles ne le font pas elles, il y a peu de chances pour qu'on le fasse pour elles, en fait. Mais c'est toujours c'est très souvent dans un mouvement de société déjà existant. Oui. D'ailleurs, pour revenir à la comparaison que vous faisiez avec les printemps
qui ont fleuri dans les pays arabes il y a quelques mois de cela, force a été de constater et de déplorer que si les femmes étaient en première ligne de ces mouvements de révolte, bien souvent leurs droits derrière ont été immédiatement racornis, bafoués, et elles ont perdu presque plus avec ces mouvements de protestation, avec ces printemps. Donc la société évolue, il faut qu'elle se défende elle ensuite, rien que pour elle, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, Anaïta Minassian, sur ces femmes-là, il y aurait beaucoup à dire sur chacune d'entre elles, enfin, évidemment. On n'a pas le temps. Mais est-ce que quelles sont celles qui vous tiennent le plus à cœur? Vous nous avez parlé de Haganoush Mark, qui effectivement... Haganoush Mark est une femme exceptionnelle. Bon. Alors, elle a fondé, vous l'avez dit, un mensuel, Haïgin, en 1919. Donc, ça veut dire qu'elle c'était une personnalité évidemment hors du commun. Mais est-ce que il y en a d'autres comme ça dans toutes ces femmes que vous avez présentées? De toute façon, il faut lire. Vous savez, j'avais droit. D'abord, j'ai été très étonnée par la générosité de la rédaction. C'est-à-dire, on m'a accordé relativement beaucoup de signes. Et par exemple, l'article sur Zabel Essayant est le double de, je ne sais pas moi, de Georges Sand, par exemple. Mais quand je m'en suis rendu compte, j'ai téléphoné, j'ai dit, mais écoutez, est-ce que c'est raisonnable? Et on m'a dit, mais écoutez, madame, Georges Sand, tout le monde connaît, mais Zabel Essayant, personne ne connaît en France Zabel Essayant. Bon. Je dis, bon, très bien. Donc, si c'est comme ça. Bon, Zabel Essayant, l'article sur Zabel Essayant est un peu exceptionnel, long, etc. Et en fait, Zabel Essayant n'est pas aussi inconnu en France, où il y a pas mal de traductions, où il y a autour d'elle tout un mouvement d'intellectuels arméniens de la diaspora. Elle, on l'exhibe pas du néant, tandis que certaines sont complètement oubliées ou on s'en souvient à peine. Mais je voulais dire autre chose. Quand on m'a donné ce travail, je me suis trouvée devant un problème qui vous concerne, vous, moi et Gaïané. Nous parlons en français, là, en ce moment. Nous discutons en français de la femme arménienne. On peut passer à l'arménien si vous voulez, mais déjà nous montrons par ce fait que notre langue d'expression, notre langue de culture, de réflexion, c'est le français. Nous sommes des Arméniens de la diaspora. Donc je me suis trouvée dans la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un écrivain arménien, une femme arménienne, femme de lettres. Est-ce qu'elle est nécessairement une femme qui écrit en arménien, ou bien alors, est-ce qu'il y a, on se trouve devant un problème, et je m'en suis rendu compte dans le dictionnaire qu'il est général, qu'il ne nous est pas propre, et qu'il n'est même pas propre aux minorités, qu'il est, disons, propre à la mondialisation. Donc, je me suis trouvée obligée d'accepter, de reconnaître qu'il y a des femmes arméniennes d'expression étrangère. Bon. Et il a fallu faire un choix. Expression étrangère, donc d'abord un article généraliste sur les femmes arméniennes d'expression étrangère en y mettant aussi bien celles qui écrivent en bulgare ou bien en français ou bien là il faudrait faire une liste de noms que je ne vais pas décliner. Et puis j'ai considéré qu'il fallait faire un article particulier pour ce qu'on a appelé les arméno-américaines, c'est-à-dire les femmes arméniennes d'expression anglaise, mais américaines, puisque, qu'on le veuille ou non, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a deux grandes diasporas arméniennes dans le monde, ce sont les États-Unis et la Russie. Bon, à mon avis, je n'ai pas traité correctement la Russie parce qu'en fait, je n'ai pas eu accès à cette littérature arménienne écrite en russe aujourd'hui. Juste pour que nos auditeurs mesurent un peu le travail que ça représente, combien de temps ça vous a pris pour mener ces recherches, arrêter un choix et vous dire que vous alliez écrire ça a été très difficile. Vous savez, ce dictionnaire a pris 4 à 5 ans, les uns et les autres. Et moi, j'étais comme les autres. Donc, je vais faire des recherches, chercher, décider qu'on va mettre ce texte, ce nom-là, avec cette œuvre, etc. Mais je me suis rendu compte que les arméno-américaines avaient une spécificité particulière. Les arméno-américaines écrivent en anglais ou en américain, disons. Mais toutes celles qui ont émergé, dont on connaît le nom, ou même qui pratiquent ce qui se fait souvent aux États-Unis, c'est-à-dire qui enseignent, par exemple, l'art d'écrire, l'art de l'écriture dans des universités américaines. Des universités d'État, souvent des universités d'État. Ces arméno-américaines parlent
de deux choses. Le génocide, alors qu'elles n'ont pas vécu, mais qui est le génocide vécu par leurs grands-parents, et la vie aux États-Unis, ce que d'ailleurs en France on raconte aussi, la vie aux États-Unis des premiers venus, de l'installation, et ensuite, à partir de ce thème, elles se décrivent elles-mêmes comme héritières de cette impossibilité d'être arménienne aux États-Unis, ou comment être arménienne aux États-Unis. Mais alors si je prends l'exemple de Micheline Aronian-Marcom, celle-ci elle est remarquable. Elle, vous l'avez choisie parce qu'elle est remarquable, il y en a d'autres, on imagine, des mais il y en a d'autres dans des Arméniennes aux États-Unis qui ont écrit. Il y a une entrée spécialement pour les Américaines. Il y en a toute une série, celles qui sont poètes, celles qui sont romancières, celles qui sont nouvellistes. Mais elle, c'est la figure emblématique. Celle-ci parce que elle est connue maintenant. Elle est connue, elle est... Alors elle est née en 1968 en Arabie Saoudite, il faut quand même préciser, elle a un parcours assez original, et son thème c'est le génocide. C'est le thème c'est le génocide, et aussi parce que moi je l'ai découverte, d'ailleurs je vais vous dire, à travers Harach. Bon, c'est après que je me suis portée vers les sources américaines proprement dites. Mais dans Mitke Harves, qui était le supplément littéraire de Harach, il y avait toutes sortes d'articles en français et en arménien, et c'est à travers un article en arménien que j'ai découvert cette jeune femme, et ensuite j'ai découvert l'importance de son œuvre, parce qu'elle ne parle pas seulement des Arméniens, elle parle aussi d'une façon générale le thème du génocide chez elle, elle l'étend par exemple aux luttes épouvantables qui se sont passées en Amérique latine entre les contras et les mouvements révolutionnaires méso-américains, par exemple. Donc, ce qu'elle raconte, c'est généralement très très dur, mais elle a trouvé un style. C'est vraiment un écrivain américain, mais d'origine que je peux classer comme parmi les écrivains américaines d'origine arménienne. Vous voyez, j'hésite entre le masculin et le féminin. Je suis un peu prisonnière de la chose. Alors, on découvre donc, grâce à ce livre, je le disais, des auteurs, principalement quand même des romancières et des poétesses. Est-ce que ça signifie que les Arméniennes, par exemple, n'ont pas marqué l'architecture ou que ce soit Je vous rappelle que moi, je n'étais chargée que de la littérature. Alors, l'architecture, je ne sais pas, mais je n'ai pas eu accès. Je n'ai pas trouvé, peut-être qu'en feuilletant le dictionnaire avec plus d'attention dans les quelques milliers de noms qui sont là, j'ai trouvé par exemple 2 ou 3 articles de Maral Kerovpian sur alors je voulais revenir là-dessus, mais juste pour voir les thèmes a priori qui sont peut-être pas aussi étonnant qu'il n'y ait pas d'arménienne. Est-ce que dans ce qu'on sait de l'histoire arménienne, du peuple arménien, on peut s'attendre à trouver... Moi, je m'attendais à trouver des femmes arméniennes dans l'architecture en Turquie, à vrai dire, dans ce chapitre-là. Pourquoi en Turquie ? Parce que on a quand même eu une exposition récemment mise en ligne sur Internet sur le musée d'architecture de Turquie, qui met à l'honneur les Arméniens, les architectes arméniens qui ont contribué à édifier le paysage d'Istanbul. Donc, on se dit... Parmi tous ces hommes, il devait bien y avoir une femme. Non, il n'y avait pas de femme à l'époque architecte, mais il y en a sûrement aujourd'hui, aux États-Unis certainement, en Russie probablement. Mais là, dans la période du 19e... Mais ça, c'est pas mon domaine. Alors, ce n'était pas mon domaine. Si quelqu'un d'autre ne les a pas remarqués, je n'en suis pas responsable. Alors effectivement, il y a d'autres articles, d'autres entrées qui ne sont pas signées par vous, Anaïs Termination, mais qui parlent d'autres Arméniennes dans d'autres domaines que la littérature. Il y a en journalisme, on retrouve le nom d'Alpik Missakian, bien sûr, et celui d'Alpit Otoyan, mais ça, ce sont vos... Mais j'ai mis aussi Alpit Otoyan. Voilà. Alors, Madame Missakian, je l'ai prévenue. Quand le dictionnaire est arrivé en novembre, là, il y a quelques mois, je lui ai téléphoné en lui disant... Alpik Missakian, sachez... Enfin, à vrai dire, je la tutoie. Alors, sache que... Je ne veux pas le savoir, ça ne m'intéresse pas. Mais je lui ai dit, peut-être, ça ne t'intéresse pas, mais... ce n'est pas simplement toi que je respecte en mettant cet article, je respecte l'œuvre de ton père et le fait que ce journal a joué un rôle extraordinaire, unique dans la structuration de la communauté arménienne en France. Voilà ma façon de te remercier. Bon, elle n'a pas vu l'article. Elle n'a pas vu l'article parce que je ne lui ai pas envoyé d'ailleurs parce que ce n'était pas nécessaire. Mais
quelque chose d'autre. Nous avons parlé des articles généralistes. Je me suis trouvé devant un autre problème, puisque vous venez d'évoquer Istanbul. Je me suis dit, non, je ne me suis pas dit, j'ai constaté qu'il fallait absolument distinguer les femmes de lettres arméniennes de l'Empire ottoman, c'est-à-dire jusqu'en 1923, celles que on appelle en général la littérature de Bolis. Constantinople, pour nous, c'est Bolis. Bolis, c'est Skudar. Zabel Essayane, c'est Skudar. Mais si je prends quelqu'un qui est la première féministe arménienne en littérature, c'est-à-dire Iskui du Sap, que personne ne lit, mais je signale à nos auditeurs que dans la petite bibliothèque de la Maison de la Culture arménienne d'Alfortville, on peut trouver les œuvres de Iskui du Sap, et c'est là que je les ai lues. C'est là que je les ai trouvées, parce qu'on ne trouve pas ça facilement. Alors, Iskui du Sap, c'est celle qui est mariée à un Français, qui est la fille d'une des créatrices d'une de ces fameuses associations arméniennes de bienfaisance qui s'occupent des jeunes filles dont nous avons parlé tout à l'heure en premier. Mais elle a lu George Sand. Elle a lu La fille de Necker, c'est-à-dire Madame de Staël, qui était une très grande féministe au moment de la Révolution française. Je ne sais pas si elle a lu d'autres auteurs français, mais elle est mariée à un musicien français. Elle a évolué dans un milieu entre Paris et Constantinople, et elle a écrit des romans à thèse très longs. Généralement jugé très sévèrement. On trouve c'est ennuyeux, c'est long. Bon, tout ça est en partie vrai. Mais le thème là-dedans est tout à fait remarquable, puisque son thème, elle décrit le monde qu'elle connaît. Le monde qu'elle connaît, c'est Constantinople vers 1880, etc. Et à l'intérieur de cette société, les filles doivent acquérir leur indépendance, pas leur indépendance, mais comme vous avez dit justement, leur autonomie en gagnant leur vie quand elles sont, je ne sais pas, orphelines, ou bien veuves, les femmes veuves, jeunes veuves, etc. Et ce qui est peut-être le plus remarquable là-dedans, et qu'on retrouvera chez... tout à l'heure, nous avons parlé de Marc, Aganouch Marc, c'est que l'une et l'autre découvrent que le mariage peut devenir un lieu d'oppression de la femme, et Dussap ose réfléchir sur le problème suivant, à savoir, est-ce que l'amour qu'une femme peut avoir pour son mari, prenons exemple, est-ce que l'amour lui-même ne peut pas devenir un élément de cette oppression que la femme va subir dans sa vie. Alors, voilà. Anaïde, et donc elle pose le problème du mariage, l'une et l'autre. On est revenu donc à la littérature, parce que malgré tout c'était la partie que vous avez traitée, mais j'aurais voulu quand même signaler à nos auditeurs toutes les entrées, tous les domaines dans lesquels on trouve des noms arméniens. Donc je parlais du journalisme avec Alping Missakian et Alping Totoyan, ce qui nous a ramené à ce puits du Sap, mais beaucoup de musiciennes aussi. Tout à l'heure vous avez cité Cathy Berberian pour les États-Unis, qui elle était une chanteuse, une cantatrice, mais enfin cantatrice contemporaine, donc qui faisait quand même de la création aussi, qui n'était pas qu'une interprète. Mais il y a également une compositrice en Turquie, Silvar Kalpakian Karamanouch, qui est présentée comme étant donc une compositrice de premier plan. Donc là aussi, une mise en exergue d'une arménienne dans la musique en Turquie. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas passées, que je n'ai pas trouvées. Une compositrice en Argentine également, Alicia Terzian, où l'on précise qu'elle est arménienne, etc. Alors on se dit, mais on parle de l'Argentine, on est allé choisir le nom d'une arménienne pour parler de la musique. Ça veut dire que cette femme a marqué la musique en Argentine suffisamment pour que on retienne son nom. Alors tout à l'heure, vous parliez de ces deux compositrices du 7e et 8e siècle. Vous parliez de l'entrée écrite par Virginia Patti. Alors effectivement, je suis tombée sur leur nom complètement par hasard. En lisant un nom qui finissait en Yan sur une page, je tombe à côté sur Roslovitourt, 7e siècle. Et je recommande à nos auditrices d'appeler leur petite fille demain, si elles en ont une. Roslovitourt, seule femme compositrice de chants liturgiques, et on est là au 7e et 8e siècle. Donc là, on fait un bond dans le temps, et on se dit, ces deux femmes ont donc suffisamment marqué l'humanité pour que
tant de siècles après, on décide de les citer, ou c'est parce qu'il fallait faire un peu un clin d'œil, j'ai envie de dire, à cet âge de l'Arménie où on non, était parce encore... que, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement rare ce que nous savons nous savons très peu de choses sur les femmes arméniennes du passé. Elles n'apparaissent pas dans l'histoire. Elles sont confondues dans l'histoire, dans l'histoire générale des Arméniens, mais il faut arriver au siècle plus près de nous pour les voir apparaître, sauf, je vous ai dit, ces princesses ciliciennes, etc. Alors, si on en est là, je voudrais aussi dire qu'il y a des entrées particulières qui distinguent les Arméniennes, disons, d'Istanbul, des Arméniennes de l'Empire ottoman. Hein, les Arméniennes, parce que les Arméniennes de Polis et Istanbul, pour moi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est la même ville, Polis, c'est Constantinople. Oui, on sait tout de suite qu'on n'est pas dans la même époque. Bon, c'est pas la même époque, c'est pas la même sensibilité, c'est pas les mêmes problèmes. Quand les femmes arméniennes écrivent, que ce soit Dussap ou Zabel Essayane ou tout autre Sibylle, par exemple. Voilà une autre femme féministe qui a joué un très grand rôle dans la littérature arménienne. Il existe à l'époque une société arménienne, non seulement à Istanbul, mais dans le pays. Il y a l'Anatolie. Alors Sibylle, si vous voulez bien, on va s'arrêter un instant sur cette femme, parce que son vrai nom était Zabel Khanjian, hein, c'est ça? Oui. Donc elle est née en 1863 et elle a juste 16 ans en 1879 quand elle participe à la fondation de l'Association des femmes dévouées à la nation. 16 ans, dans un tel contexte. On a envie de dire, si les femmes arméniennes devaient se choisir une figure symbolique, une égérie, ce serait peut-être Sibylle. Est-ce que vous, de toutes ces femmes que vous avez côtoyées pendant ces 4-5 dernières années, là, jusqu'à la parution de ce livre, quelle est celle qui a votre préférence, si vous pouviez en choisir une? Ça, c'est une question que je ne me pose pas comme ça. Je dirais, la question que je me suis posée le plus, c'est dans quelles conditions elles ont pu d'abord prendre conscience de ce qu'elles étaient. Elles ont pu avoir une ambition de poétesse ou de nouvelliste ou d'écrivain. Elles ont pu réaliser cette ambition, c'est-à-dire écrire et se faire publier, car si nous ne connaissons que celles dont les œuvres ont été publiées, et il est probable que des quantités de femmes ont écrit à partir du moment où on leur a appris à lire et à écrire, et que tout ça s'est perdu. Vous savez, récemment, on a découvert la chose avec Haïk Derartunian, quand nous avons présenté ici son livre sur Marzovan. Eh bien, le livre qu'il a écrit sur Marzovan, c'est à partir des mémoires de sa tante écrits sur cahier d'écolier et perdus et enfermés dans des boîtes à chaussures qu'on a découvert récemment. Qu'on a découvert récemment il y a une dizaine d'années. Probablement d'autres femmes ont écrit. Mais celles-là, elles ont réussi à se faire publier. Alors je voudrais quand même en citer quelques-unes, parce qu'on va pas, il faudra quand même que nous parlions. Faites un choix. Bon. Eh ben, je parlais de vos préférences, c'était un petit peu par ça. exemple, Berjoui. Vous connaissez Berjoui? Parce que nous la connaissons. Berjoui, Zabel Essayane, Sylva Gaboudikian, Arménie Kironian, Sylva Gaboudikian, ce sont des noms beaucoup plus connus et beaucoup plus célèbres. C'est pour ça que je les ai pas cités d'entrée de jeu, mais si vous voulez revenir, on peut y revenir. Mais on n'a pas le temps dans cette émission d'arrêter sur toutes. L'idée était de parler de celles qui étaient méconnues de tous. Celles qui étaient méconnues. Et qui, aujourd'hui, grâce à ce livre, vont être un petit peu plus par exemple, ici, nous connaissons mal Shushanik Kourkhinyan. Nous connaissons mal parce qu'elle était née à l'époque ce qu'on appelait Alexandropole, qui est Gumri aujourd'hui, et Shushanik Kourkhinyan elle a été gagnée parce que nous n'avons pas parlé de la femme à l'époque de l'Arménie soviétique. Malgré tout, à l'époque de l'Arménie soviétique, c'est-à-dire pendant 70 ans, et avant que vous interveniez dans notre Arménie indépendante, ces femmes, à l'intérieur du Parti communiste, elles aussi, ont eu les moyens d'aller à l'école, d'arriver à l'université, d'occuper des postes de direction dans le parti ou dans l'administration, certes, beaucoup moins que les hommes, parce que la société arménienne ou même la société soviétique dans son ensemble restait assez machiste, mais malgré tout, il y a eu une réelle émancipation de la femme à l'époque soviétique.
Bon, alors justement, alors Koulrinian est une des premières. Elle n'a pas atteint les hauteurs, elle n'a pas atteint le pouvoir, elle n'a pas eu le pouvoir, mais elle a été la première à chanter dans ses poèmes l'aspiration à la liberté de la classe ouvrière. Voilà. Alors c'est un autre thème, pas très courant, parce qu'en général, nos poètes ont chanté les clairs de lune à Bolis ou à Skudal, ou bien dans les écrivains provincialistes, la femme, le sort de la femme paysanne, mais pas évidemment la classe ouvrière. Alors vous me donnez la possibilité de revenir vers Gayané Kachikian. Mais je voudrais juste dire pour revenir à une actualité qui a occupé, je crois, la communauté arménienne il y a une quinzaine de jours, c'était la commémoration par le président François Hollande de la disparition de Manouchian. Ouais. Bon. Or, dans ce groupe Manouchian, il y a une femme, c'est exceptionnel aussi, celle qui s'appelle Las. Et Las, c'est une Arménienne d'Iran qui s'appelle de son nom... Louise Aslanian. Voilà, Louise Aslanian, qui a écrit, dont on peut pas maintenant raconter toute la vie de Louise Aslanian, et il suffit de savoir qu'elle a écrit un roman qui n'est pas mauvais du tout. Elle a été déportée, elle est morte à Ravensbrück. Son mari a été fusillé avec le groupe Manouchian. C'est le même groupe. Elle a été déportée d'abord à Auschwitz, elle est morte à Ravensbrück. Mais elle a laissé des poèmes à Ravensbrück qui ont été recueillis par d'autres, des communistes françaises, et Chobanian, à l'époque, dans sa revue Anaïde, avait publié ces poèmes que je suis allée retrouver, lus, etc., pour essayer de donner un portrait de Las. Celle-là est très, très attachante. Elle est complètement oubliée, sauf de quelques spécialistes, bien entendu. Ceux qui s'intéressent à l'histoire de la littérature arménienne en diaspora connaissent Las. C'est pas une très grande romancière, mais ce qu'elle essaye de raconter, c'est ça aussi. Dans son roman, à la fin de son roman, ces personnages vont en Arménie soviétique. Bon, l'Arménie soviétique apparaît à l'époque, on est juste avant la Seconde Guerre mondiale, comme le lieu non seulement de la libération. Là, c'est pas en tant que femme qu'elle parle, c'est la libération de la nation, c'est la réalisation de la nation dans un État où la culture est arménienne et où la société est socialiste, c'est-à-dire où la démocratie en principe doit régner. Donc. Alors, on passe sans transition maintenant de Las, Louise Aslanian, mais c'est vrai que parmi toutes ces figures arméniennes citées dans ce dictionnaire, elle est une des celles qu'il fallait peut-être rappeler ce matin, et à la faveur en plus de l'actualité, 70e anniversaire de l'exécution du groupe Manouchian, c'était important de reparler de Louise Aslanian. Alors, Anaïd Termination le disait, les femmes arméniennes pendant la soviétisation, les femmes arméniennes aujourd'hui, on est passé d'un monde à l'autre. Qu'est-ce qui a perduré? Sur quel terreau s'appuient aujourd'hui les femmes qui ont créé les mouvements d'éducation, d'information, de défense des droits des femmes, on va les appeler comme ça? Est-ce qu'il y a, dans la société arménienne, une volonté de faire évoluer la condition féminine, ou ça vient, j'ai envie de dire, de diaspora? Parce que là, en l'occurrence, vous-même, vous y allez, et il y a beaucoup d'Arméniennes de diaspora dans ces organisations. Alors, il y en a, oui, quelques-unes qui y vont pour des actions ponctuelles, ou pour faire des stages de bénévolat, des choses comme ça. L'ONG en elle-même a été créée par une personne de diaspora en association avec une personne d'Arménie, une sociologue de la faculté de Yerevan. Donc c'est un travail commun en fait, et c'était vraiment une volonté commune, quelque part d'associer aussi les deux visions, les différentes méthodes de travail, les différentes approches, pour essayer d'être le plus pertinent possible et le plus constructif possible. Le but n'est pas d'arriver de diaspora et de donner des leçons. Bien sûr, mais de tirer profit de l'expérience des actions menées peut-être ailleurs pour gagner du temps. Oui, ou du droit déjà existant pour montrer que c'est possible, parce qu'un des gros problèmes de la femme, et ça je pense que c'est général et c'est mondial, c'est d'avoir le sentiment qu'elles le méritent, qu'elles peuvent y arriver. Il y a toujours une sous-valorisation, il y a très souvent une sous-valorisation déjà de la femme en elle-même qui
peut-être dû à une éducation, à la société, au monde de l'entreprise, qui se croient toujours inférieurs à l'homme de toute façon. Oui, il n'y a pas besoin que les hommes leur disent, elles se sentent déjà inférieures, c'est ça que vous voulez dire. Et ça, effectivement, on le retrouve dans beaucoup de sociétés, d'où l'idée d'éduquer, de faire œuvre de pédagogie pour dire non. Vous êtes pareil. Non, voilà. Il y a pas un sexe qui est plus fort que l'autre, il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre. Ce sont des différentes personnalités et on peut y arriver. Elles ont la possibilité. Différence et hiérarchie. Et hiérarchie, en fait, tout à fait. Alors depuis quand existent ces organisations comme la vôtre ? Alors ça fait un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans que l'association a commencé, avec des moyens, des ressources qui ont augmenté au fur et à mesure des années. Pour revenir plutôt aux gens qui sont impliqués dans l'association, c'est majoritairement des personnes qui sont de Yerevan et qui sont originaires de Yerevan. On a 8 permanentes qui sont toutes des jeunes filles qui ont entre 20 et 30 ans, qui ont commencé d'abord en bénévole à venir pour certaines actions et qui au fur et à mesure sont restées, qu'on a embauchées et qui maintenant travaillent toute la journée sur différentes thématiques. Mais ça concerne plutôt des 20, 30 ans que des femmes, des quadragénaires, des quinquagénaires. Comment réagissent les mères, les grands-mères de ces jeunes femmes qui sont avec vous ? Alors au niveau du personnel, en fait, oui, ce sont plutôt des jeunes femmes. Au niveau des personnes qui participent à nos différents ateliers, on a tous les âges. D'accord. On a vraiment tous les âges. On a des ateliers qui sont destinés aux adolescentes, mais on a aussi des ateliers qui intéressent et qui regroupent des femmes qui ont une cinquantaine d'années, voire plus en fait. Alors, on a envie d'être un peu plus concret là, parce qu'on parle des droits en général, mais l'un des premiers droits que les femmes méconnaissent, on a envie de dire, c'est celui de ne pas recevoir des coups. Tout à fait. Et ça paraît étonnant, dit comme ça, mais cette idée de la violence domestique, la violence conjugale, qui ne devrait pas être autorisée, vous avez du mal à faire comprendre que non, elles ne sont pas obligées de subir. On a du mal à le faire comprendre, oui. Alors ça paraît un petit peu incroyable. Vous pouvez nous expliquer comment les femmes peuvent ne pas comprendre que la violence n'est pas normale ? Parce que quand vous avez grandi dans un milieu où la violence est présente, quand personne ne vous a appris que la violence n'était pas normale, c'est difficile par soi-même de se dire oui, en effet, c'est pas normal. Et le deuxième problème aussi, c'est de catégoriser la violence. Nous, on s'est déjà entendu répondre, mais une claque, c'est pas de la violence. Pour la société arménienne, parce qu'aussi bien des hommes que des femmes, la violence, c'est à un niveau qui doit vraiment être beaucoup plus élevé qu'une simple claque, en fait. Oui, parce que déjà, la société en elle-même est plus violente, c'est ça que vous voulez dire, de façon générale. Même les hommes ont le coup plus facile qu'on le verrait ici. La notion de violence n'est pas la même. Oui, par rapport à l'Europe occidentale. Par rapport à l'Europe occidentale. Vision, nous, d'Européens, quoi. Oui. La notion de violence n'est pas la même. Donc on part de loin. Donc il faut expliquer à la base que la violence démarre au moindre petit coup porté. Oui, tout à fait. La violence physique, aussi la violence morale, mais ça c'est un autre. Ça c'est encore un autre problème. C'est un autre problème, mais oui, c'est commencer à expliquer déjà que le moindre coup porté n'est pas normal. Alors malheureusement, il y a eu un décès qui a sans doute permis d'accélérer un peu la prise de conscience. Je pense à la jeune Zaroui, j'ai oublié son nom de famille, qui était morte sous les coups de son mari et de sa belle-mère il y a quelques années de ça. Quelques années, Zaroui Petrosian. Voilà, Zaroui Petrosian, merci. Ça a malheureusement servi un petit peu de déclencheur. Mais est-ce que ça a été suivi d'effet ? Parce qu'il y a eu une prise de conscience au moment du décès de cette jeune femme. Pour une fois, cette violence conjugale qui se terminait par la mort était vraiment portée à la connaissance du grand public. C'était traité dans les médias parce que la famille avait osé parler. La sœur, oui, c'était des orphelines en fait, et la sœur avait osé parler. Et on a pensé que ça allait faire un peu boule de neige, comme on dit. Est-ce que ça a eu un effet Alors, vraiment à très court terme, oui, au sens où, en effet, lors du procès, le mari a été condamné à la peine maximale qui était prévue dans ce cas-là, qui était une peine de 10 ans, qui paraît quand même assez ridicule au vu du décès d'une jeune femme. Et suite à ça, différentes associations de protection, de défense des droits de l'homme
ont œuvré pour faire passer une loi qui soit un peu plus spécifique sur la violence domestique, déjà pour dire que ça existe, c'est répréhensible, et il faut que ça puisse être pénalement jugé, et les personnes qui commettent ce genre d'action, les auteurs doivent être punis. Mais alors, on part de loin. On part de loin. Parce qu'il y a quelque temps de cela, l'année dernière, Valtin Caprielian, donc mon confrère d'AIPFM, recevait dans le cadre d'une émission la présidente de la commission parlementaire en charge des droits des femmes, et c'était précisément pour le 8 mars, il y a un an. Et Valtin Caprielian donc a commencé à parler des droits des femmes, et elle était très étonnée qu'il ne débute pas l'émission par les paroles d'usage ce jour-là, à savoir bonne fête. Voilà. Puisqu'en Arménie, le 8 mars est le premier jour du mois de célébration de la femme arménienne, et c'est un mois de fête. On offre des fleurs dans la rue. Et quand Valtin Caprielian a voulu orienter la discussion sur les questions des droits des femmes et des conditions des femmes, elle lui a répondu, mais de quel problème vous parlez? C'est la présidente de la commission parlementaire en charge des droits des femmes. Oui, ce type de réaction est très courant. Nous, très souvent, on s'entend dire par les autorités que si on commence à créer des lois comme ça, ou même au départ pour mettre des affiches dans le métro pour informer de l'existence de la hotline sur ces thématiques, on nous disait « mais vous allez donner des idées aux gens ». La violence domestique n'existe pas en Arménie. Si vous commencez à faire ça, vous allez donner des idées aux gens. Il y a aussi pas mal des députées arméniennes qui ont dit, mais la législation actuelle est suffisante pour pouvoir condamner les auteurs de violences domestiques. Une loi spécifique n'est pas nécessaire. La preuve que non, puisque l'époux de Zaroui Petrosyan a écopé que de 10 ans de prison pour avoir tué sa femme sous les coups. Tout à fait. Donc la législation ne suffit pas. On avait réussi à emmener un projet de loi jusqu'à l'Assemblée qui a été rejeté l'année dernière, au mois de mai en 2013. C'est devenu une grosse problématique, ne serait-ce que là, à l'heure actuelle, il y a 4 procès pour violences domestiques qui sont en cours dans différentes cours d'Arménie, en fait. Et il n'y a absolument aucun soutien de la part du gouvernement. Donc ce sont des actions qui sont très lourdes à mener. Déjà, il faut que les familles ou les personnes, là ce sont les femmes qui sont directement concernées, qui sont allées porter plainte, qui ont témoigné, et qui, il faut savoir déjà, c'est très rare qu'elles le fassent, parce qu'elles n'ont plus le soutien de leur famille, très souvent. Elles sont rejetées, elles sont mises à la rue. Alors justement, vos organisations, notamment la vôtre, vous proposez des hébergements pour les femmes qui se retrouvent à la rue? Parce que c'est ça le problème. Comment quitter le domicile conjugal avec ses enfants si on se retrouve sans rien? Ouais. Alors c'est pas nous directement, c'est une autre association, c'est le Women's Support Center, avec qui on travaille énormément de toute façon, qui a ouvert un refuge à Yerevan, qui peut accueillir 7 à 10 femmes avec leurs jeunes enfants. Dans ces cas-là, en fait, soit des cas de violence, soit des cas d'expulsion, soit des femmes en grande difficulté pour éviter qu'elles se retrouvent à la rue. On essaie de les héberger le temps qu'elles retrouvent une situation qui soit correcte. Ça dure entre 1 et 9 mois, mais malheureusement, la structure est trop petite. Face à la demande, on ne peut pas répondre à toutes les personnes qui nous sollicitent pour être accueillis dans ce refuge. Et est-ce qu'on sent une forme de solidarité entre les femmes en Arménie par rapport à ça? Est-ce que déjà entre les villes et les campagnes, il n'y a pas un fossé insurmontable, parce qu'on est vraiment dans 2 mondes à part, c'est le cas partout, mais est-ce qu'en Arménie, c'est pas renforcé encore? C'est exacerbé, c'est complètement exacerbé. Tant maintenant à Yerevan, il y a un certain accès à la connaissance, à l'information, et les filles commencent d'elles-mêmes, ne serait-ce qu'à venir au centre, à participer, à faire leurs études, à trouver du travail. Ça doit être déjà une prouesse, trouver du travail à Yerevan pour une femme, non? Oui, mais alors il y a certains milieux, par exemple, moi, pour être déjà rentrée dans une banque à Yerevan, derrière le guichet, il n'y a que des femmes.
Après, je ne sais pas comment ça se passe dans les bureaux, on n'a pas poussé aussi loin, oui. Mais il y a que des femmes. Moi, j'ai des amis aussi qui ont monté des petites sociétés en Arménie, ils emploient énormément de femmes aussi. Alors, concernant la société, je vous posais cette question parce que, bon, on arrive au terme bientôt de cette émission et je voulais revenir à certains des propos que tenait Antoinette Fouque en présentant son ouvrage. Et quand on lui demandait comment elle voyait l'évolution pour les femmes, alors je pense qu'elle parlait surtout de la France, mais pas uniquement, parce qu'elle donnait l'exemple de la jeune Malala, cette jeune adolescente qui a frôlé la mort pour faire respecter le droit des filles à l'éducation. C'est au Pakistan. Donc, elle a 14 ans, 15 ans. Elle se bat pour que ses consoeurs, ses congénères filles puissent aller à l'école. Donc, Antoinette Fouque porte un regard très optimiste sur l'évolution des droits des femmes, puisqu'elle dit qu'elles sont plus solidaires qu'elles ne l'ont jamais été, en particulier face à la violence sociale. On a envie de dire, elle n'est pas allée en Arménie, Antoinette Fouque, ou bien même en Arménie, on peut espérer quand même une prise de conscience et en profondeur. Vous parliez tout à l'heure de l'évolution qui va de pair. Si la société bouge, les droits des femmes vont évoluer. On assiste à une multiplication des actions, des activistes, des mouvements de jeunes, des mouvements de rues spontanées pour protester contre les décisions de l'État. Est-ce qu'on peut espérer qu'à la faveur de cette mobilisation, la condition des femmes va évoluer, mais surtout qu'elle va s'étendre? Parce que là, on a l'impression quand même que ça reste très, très limité. Ça reste très limité. Alors, cette solidarité existe. Elle existe notamment à Yerevan. Et c'est aussi pour ça que ces associations existent, que des femmes ont le courage d'aller témoigner contre leur mari, parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas seules, qu'elles vont être soutenues, qu'il y aura un réseau autour d'elles qui va les accompagner dans cette démarche. Par contre, alors c'est aussi le cas dans les grandes villes du pays, type Gyumri, Banazor, voilà. Par contre, on a un gros souci dans les campagnes, et c'est notamment une action qu'on mène maintenant depuis 2 ans. On organise, on l'a fait il y a 2 ans, au mois de septembre, entre Gyumri et Yerevan. Cette année, on le refait dans la région d'Almavir. En fait, on organise une marche qui va dans les villages pour justement informer sur toutes ces thématiques-là, pour distribuer de l'information, pour rencontrer le corps enseignant des écoles, pour leur parler, pour les sensibiliser, pour qu'à leur tour, ils transmettent toute cette information et toutes ces notions-là. Et donc voilà, donc on va le refaire cette année au mois de septembre. La marche des femmes. La marche des femmes. Anaïta Minassian, sur cette évolution de la société et des femmes arméniennes en Arménie. Oui, mais moi j'aurais une question presque à poser à Gaïané sur la situation des jeunes filles et des jeunes femmes en Arménie aujourd'hui. Dans l'état de dégradation économique de la société arménienne, enfin ce que nous connaissons, avec les départs, les migrations, et surtout d'abord la migration des hommes. Vous venez de parler des campagnes. Ce que j'ai pu constater, moi, souvent dans les campagnes, les femmes sont restées seules parce que les hommes sont partis, souvent chercher du travail en Russie. Bon, alors déjà, il y a ça, cette solitude des femmes, ou ces femmes qui portent littéralement, qui élèvent les enfants seuls en espérant que le mari va envoyer de l'argent là où il est arrivé. Alors, il y a ce problème-là. Un autre problème qui m'a frappé, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, dans cette société, les filles, dans l'ensemble, restent quand même très désireuses de se marier. Et l'âge du mariage en Arménie est très... Toujours bas. Quand on n'est pas marié à 21 ans, 22 ans, 23 ans, pratiquement, on ne trouve plus à se marier. C'est ce que j'ai pu constater. Bon, ce constat entraîne un autre constat. Les filles qui ont atteint un certain niveau de culture et qui ont pu, via les études, émigrer par exemple en France, celles que je vois arriver en France, elles ne retournent plus en Arménie. Elles épousent quelqu'un en France pour avoir les papiers, pour avoir l'assurance, pour avoir la sécurité matérielle. Troisième problème, je ne suis pas le seul, en tout cas j'ai lu dans la presse que quand une femme est enceinte, grâce au progrès de l'échographie, maintenant, volontiers on se débarrasse d'un fœtus s'il est féminin. Et que l'Arménie arrive, hélas, au 3e rang mondial, après la Chine et l'Inde, à ce niveau de refus de la femme. Oui. Donc, est-ce que c'est vrai ?
C'est tout à fait vrai. Oui. C'est tout à fait vrai. Alors pour répondre très rapidement sur la condition des femmes, en fait c'est deux extrêmes. C'est soit en effet les femmes qui restent au foyer, qui cherchent à se marier, qui vont élever les enfants, soit au contraire des jeunes femmes. Là il faut quand même se dire qu'il y a quand même la première génération qui n'a jamais connu le communisme, qui commence à sortir et à arriver sur le marché du travail. Donc c'est quand même une approche qui est très différente. Et ces filles-là, qui ont un métier, qui ont fait des études, qui ont suffisamment d'assurance et de confiance en elles, vivent très bien leurs conditions de femmes célibataires. Alors oui, très souvent elles restent chez leurs parents, mais elles ont une liberté qui est quasi la même qu'en France. Elles sortent, elles vont au resto, elles vont voir leurs amis, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un fossé entre ces deux mentalités, ces deux approches. Le but, c'est de combler le fossé. Concernant les villages, oui, en effet, beaucoup d'hommes sont partis, notamment en Russie, pour trouver du travail. Il faut savoir quand même que la condition économique dans les villages est quand même un petit peu meilleure, au sens où déjà il y a pas mal d'entraide et il y a toujours un petit bout d'agriculture, des petites choses comme ça qui permettent de faire vivre quand même la famille. J'ai envie de dire quoi qu'il arrive, malheureusement, mais bon, cette situation-là est quand même un petit peu meilleure. Et sinon, pour revenir à l'avortement en fonction du sexe, oui, c'est un gros problème. Oui, l'Arménie a été dénoncée, pointée du doigt, et ouais. Vraiment, le problème doit être pris à bras-le-corps, selon les spécialistes, car si cet infanticide avant naissance, je sais plus comment ça s'appelle, féticide, enfin bref, où l'on avorte quand il s'agit d'un fœtus femelle, oui. Eh bien, si dans 50 ans on n'arrête pas, il n'y aura plus assez de femmes en Arménie pour faire des bébés. Donc voilà. Je voudrais quand même rappeler aussi, parce que dans la société soviétique, où la famille arménienne était très nombreuse, enfin les femmes amenaient, surtout dans les campagnes, elles avaient facilement 6-7 enfants, et même à la ville, 3-4 enfants, c'était courant. Jusqu'à presque à la fin de la période soviétique. Mais là aussi, l'avortement était le moyen le plus courant de la contraception, c'est-à-dire de la limitation plutôt du nombre des enfants. Mais à l'époque, ce choix n'était pas possible. Oui, mais là, c'est pas pour limiter le nombre d'enfants, c'est vraiment pour éviter d'avoir des filles, voilà. Parce que les filles sont, en gros, encore aujourd'hui, des bouches inutiles. Et l'Arménie arrive effectivement derrière la Chine et l'Inde, qui ont justement cette mentalité où la fille ne sert à rien. Donc, le combat pour les droits des femmes en Arménie, il démarre très tôt, puisqu'il démarre même avant la naissance. Comparé à ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce combat des femmes qui commencent à écrire, à vouloir libérer la femme arménienne dans des sociétés musulmanes, ou en tous les cas vivant au milieu de sociétés musulmanes, parce que ça, nous ne l'avons pas encore évoqué non plus, ce qui posait un autre problème. Comparé à la situation actuelle en Arménie, je crois qu'il y a un nouveau combat à entreprendre là-bas. Mais il y a quand même quelques femmes, je n'ai pas parlé de Violeta Grigorian, par exemple, qui est une poétesse d'Arménie. Oui, évidemment qu'il y a quelques femmes sur lesquelles on peut porter les espoirs de la condition féminine, on peut dire. Oui, il y en a. Ne serait-ce que les membres des organisations, et pas que des femmes, évidemment. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes. Oui, il y a des hommes. Mais on a quand même parcouru un sacré chemin. Depuis 10 ans que les organisations comme la vôtre sont créées, on assiste à une prise de conscience. Il y a la création de ces refuges. Au moins, les femmes peuvent éventuellement partir si elles sont victimes de violences conjugales avec leurs enfants sans se retrouver à la rue. Et on sait aussi que les mentalités mettent plus de 10 ans pour évoluer. En France, c'est assez récent que les plaintes pour violences conjugales sont bien reçues dans les commissariats et que les femmes ne sont pas renvoyées chez elles avec le sourire goguenard du policier. Donc on peut avoir un peu peut-être d'indulgence et attendre, être un peu patient et laisser à la société arménienne le temps d'évoluer pour qu'elle revienne à ce niveau de féminisme, j'ai envie de dire, qui était celui de ces grandes figures qu'on a évoquées très rapidement avec vous, Anaïs Terminassian, dans ce dictionnaire des créatrices. Donc, cette émission arrive à son terme. Donc, en quelques mots, ce parcours, ce voyage que vous nous avez fait vivre et que vous avez donc contribué à faire connaître, puisque je le disais, 3 tomes, plus de 5000 pages. Si l'on a envie de savoir ce que les femmes ont laissé à l'humanité et leur rapport, c'est vraiment la Bible. Mais vous avez parcouru ce livre à votre façon. Je suis sûre que j'ai laissé en cours de route
quantités de personnes. Mais de toute façon, il ne faut pas exagérer. La rédaction était généreuse avec moi quand je proposais un article, mais il y en a qui sont passés à la trappe aussi. Il y a des articles qui n'ont pas été acceptés, parce que quand même, bon, voilà. Oui, mais malgré tout, une large place, hein. Bon, mais par contre, les femmes que j'ai découvertes dans ce dictionnaire que je ne connaissais pas étaient souvent des femmes d'Iran, des Iraniennes, des Arméniennes d'Iran. Et ça ne m'a pas étonnée. L'As dont on a parlé tout à l'heure, celle qui est morte à Ravensbrück, qui venait aussi de Tabriz, enfin, venait d'Iran. Et là, la société, les femmes iraniennes, arméniennes dans la société iranienne sont des femmes qui ont énormément de caractère et qui ont su et qui savent, semble-t-il, s'accommoder des difficultés de l'État islamique iranien. Eh bien, hommage à toutes ces femmes, à ces femmes créatrices. Hein, grâce à ce dictionnaire, un dernier hommage à Antoinette Fouque, qui nous a quittés le 20 février dernier. Donc, grâce à elle et à ses consoeurs et confrères que vous avez cités en partie, nous avons donc la chance de feuilleter ce dictionnaire qui va permettre de découvrir des figures arméniennes, de découvrir une partie de l'histoire de la société arménienne, puisque grâce à vos entrées... Le roman, de toute façon, le roman mais les associations, le mouvement révolutionnaire, enfin bon, des pages qui sont pleines d'enseignements. Donc Gaïane Kachikian, merci. Donc bonne continuation avec Women Resources Center. Oui, donc c'est un travail ONG. de longue haleine dans lequel vous êtes engagé. Beaucoup de patience, difficile. Et on aura l'occasion de reparler des différentes actions que vous menez, notamment la marche des femmes. Donc on prend déjà rendez-vous, mais d'ici là, d'autres événements sans doute. Anaïs Termination, encore un grand merci. À vous. Merci c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci et à bientôt. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.